Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi. Si vous nous suivez en direct à 17h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le débrief de la communication de la Fed hier soir. La Fed qui se refuse toujours à donner une quelconque guidance aux investisseurs sur la trajectoire que pourrait prendre la politique monétaire dans les prochains mois. Néanmoins, quand on regarde les dernières données sur le front de l'inflation ou encore les données d'emploi qui ont été publiées ces derniers temps, on commence à voir un espace s'ouvrir qui pourrait permettre une recalibration, dans une certaine mesure en tout cas, du réglage de la politique monétaire américaine. On a vu une remontée des inscriptions hebdomadaires au chômage aujourd'hui. Le taux de chômage est déjà remonté à 4%. Et les données d'inflation les plus récentes, que ce soit l'indice des prix à la consommation hier ou encore l'indice des prix à la production industrielle aujourd'hui aux États-Unis, vont dans le sens d'un refroidissement toujours de l'inflation américaine. De ce point de vue-là, le marché a préféré sans doute prendre acte de ces données plutôt que de prendre acte du discours hier de Jérôme Powell. On a vu quand même une détente de 15 points de base des taux longs américains depuis la publication du CPI américain hier en début d'après-midi, et les niveaux tiennent avec un 10 ans américain autour et même sous 4,30% cet après-midi. Nous en discuterons bien sûr avec nos invités de Planète Marché. L'autre gros morceau du jour est évidemment ce choc d'incertitude, cette incertitude envahissante qui s'est emparée de l'Europe depuis la décision de dissoudre l'Assemblée nationale française. Un choc évidemment idiosyncratique pour les actifs français en premier lieu, avec un spread entre la France et l'Allemagne qui se tend peu à peu, jour après jour, et qui se cale désormais entre 65 et 70 points de base. Les actions sont également pénalisées, avec un CAC 40 qui souffre plus que les autres indices européens. Là aussi, gros sujet de discussion à suivre avec nos invités sur le statut notamment de ces actifs français et la perception que les investisseurs globaux peuvent avoir désormais du statut des actifs français cotés sur les marchés. Nous en parlons dans un instant, et dans le dernier quart d'heure, nous reviendrons sur le segment et la classe d'actifs small et mid cap qui connaît depuis quelques mois, il faut le dire, et notamment en Europe, un regain d'intérêt. C'est Marion Casal, gérante actions et thématiques chez Montpensier Finance, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir avec vous, Pauline Gratel, vous nous apportez les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et donc, tout d'abord, le débrief de la réunion de la Réserve fédérale américaine hier soir, qui a décidé de laisser à nouveau ses taux directeurs inchangés. Oui, et Jérôme Powell prévient que les chiffres d'inflation devront encore aller dans le bon sens pendant plusieurs mois avant de prendre la décision d'une baisse des taux. À ce sujet, les membres du FOMC ont revu leurs projections, dont la médiane ne signale plus qu'une seule baisse cette année contre 3 précédemment et 4 l'an prochain contre 3 précédemment. La Réserve fédérale qui évoque de modestes progrès ces derniers temps vers l'objectif d'inflation de 2%. Et elle a ajusté ses prévisions pour 2024 à 2,6% et en 2025 à 2,3%. Quant aux prévisions de croissance, elles restent inchangées à 2,1% en 2024 et à 2% en 2025. Le taux de chômage reste identique pour cette année, mais est légèrement révisé à la baisse pour 2025. Que peut-on dire des réactions du marché hier à ces annonces, Pauline ? Sur le marché obligataire américain, le rendement du taux à 10 ans est resté stable autour de 4,30%, après avoir perdu 15 points de base après la publication de l'inflation en début d'après-midi hier. Et les données macro du jour, à savoir la production industrielle aux États-Unis, ont d'ailleurs confirmé ce mouvement. C'est une surprise à la baisse, puisque l'indice PPI s'est contracté de 0,2% sur un mois en mai, contre un consensus de plus 0,1% et après plus 0,5% en avril. Sur un an, l'indice est en léger repli à 2,2% après 2,3% le mois précédent. À noter également la remontée des inscriptions hebdomadaires au chômage à 242 000 la semaine passée, au-delà des attentes qui vont là aussi dans le sens d'une détente du marché du travail américain. Du côté des marchés actions, quels ont été les mouvements, Pauline ?
Wall Street ouvre en hausse avec un S&P 500 qui tient les niveaux atteints hier à près de 5 450 points. Côté européen, en revanche, les bourses sont dans le rouge. Le CAC 40 accélère à la baisse en fin de séance et perd près de 2%, alors que le spread entre la France et l'Allemagne continue de se creuser et est désormais calé entre 65 et 70 points de base. Le rendement à 10 ans français tourne autour de 3,20% et le rendement à 10 ans allemand autour de 2,50%. Justement, quand on rentre un peu plus spécifiquement dans le détail de la cote française et des mouvements des valeurs françaises, que peut-on observer ? Le secteur automobile recule. Aujourd'hui, la décision de Bruxelles de taxer davantage les importations de véhicules électriques chinois dans l'UE ne semble pas aider le secteur. Au sein du CAC 40, Renault lâche 3%, tout comme Stellantis. Stellantis qui a d'ailleurs déclaré verser 7,7 milliards d'euros en dividendes et rachats d'actions et confirme ses prévisions financières pour 2024. La chute du jour du SRD est signée Clariane, le groupe de maisons de retraite qui dévisse de 20% avant de se relever légèrement. Le groupe annonce le lancement d'une augmentation de capital de 237 millions d'euros. Qu'est-ce qui est prévu demain à l'agenda pour finir la semaine, Pauline ? Demain, les investisseurs prendront connaissance de la deuxième estimation de l'inflation française pour le mois de mai et de la balance commerciale de la zone euro pour le mois d'avril. Enfin, ils seront attentifs à la prise de parole de Christine Lagarde dans la soirée et ils suivront également dans la nuit la décision de politique monétaire au Japon. Tendance, mon ami, c'est chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Les infos clés du jour avec vous, Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florian Yelpo nous accompagne, responsable macro chez Lombard Odier IM. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Mabrouk Chetouane de nous accompagner également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie marché globaux chez Natixis IM et à nos côtés également Nicolas Forest. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégory. Ravi de vous retrouver, directeur des investissements de Candriam. La politique est donc redevenue un driver majeur pour les marchés de la zone euro, à commencer par les actifs français, je le disais en introduction, Nicolas. Là, on regardait tous, juste avant le démarrage de l'émission, où en était le spread entre la France et l'Allemagne, qui grimpe lentement mais sûrement. On s'approche quasiment de 70 points de base. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du rationnel de ces mouvements de marché en place depuis lundi et l'annonce de la dissolution dimanche soir de l'Assemblée nationale française? La question étant, est-ce que 65, 70 points de base, c'est un pricing correct du risque ou des incertitudes générées par cette décision du président français, ou est-ce que c'est un point d'étape qui peut nous amener au-delà des niveaux connus aujourd'hui? Alors, est-ce que la situation est une situation de crise aujourd'hui? Non. Nous ne sommes pas dans une situation de crise. Certes, il y a un écartement du spread. De crise de marché, De crise de marché, mais le taux d'intérêt français, si on le compare par rapport à vendredi, finalement, en taux absolu, ça peut bouger. Est-ce que la situation est sérieuse? Oui. Elle est très sérieuse. Elle est très sérieuse parce que la dernière fois qu'on a été à ce niveau-là d'écart entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, c'était en 2017. En 2017, quand Marine Le Pen était au second tour de la présidentielle et était favorable, je vous le rappelle, et vous vous en souvenez, à la sortie de la zone euro de la France. Potentiellement au deuxième tour face à Jean-Luc Mélenchon. Je me souviens très bien de la séquence. Ce sont des sondages qui commençaient à suggérer l'idée que le second tour se fasse entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui a commencé à vraiment faire décaler le spread. Exactement. Donc on est maintenant revenu, on est en train de revenir dans cette situation-là. Et somme toute, on peut dire, écoutez, est-ce que c'est très, très, très embêtant? Faut-il s'en inquiéter? Eh bien, moi, je reste inquiet. Depuis lundi, nous, on est devenu négatif sur les OAT. Et à ces niveaux-là, nous restons inquiets. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les scénarios politiques, et c'est difficile, on essaye forcément un peu de faire des projections et de la politique fiction, il y a 2-3 scénarios qui se dessinent. Le premier scénario, c'est un scénario où il y a une majorité du Rassemblement national qui devient donc une majorité absolue ou même relative. On a un Premier ministre Rassemblement national et c'est la politique économique du Rassemblement national qui sera implémentée. Aujourd'hui, elle est incertaine, mais l'Institut Montaigne avait quand même pricé et mis en lumière des dépenses significatives et un fort écartement du budget de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Un dérapage donc. Incertitude qui peut tout à fait être résolue le jour où ils seront au gouvernement,
Mais cette incertitude est là. Quelle politique budgétaire, avec Jordan Bardella, Premier ministre? Aujourd'hui, le marché ne le sait pas. Le deuxième scénario, c'est un scénario où il n'y a pas de majorité. Et nous serions dans une situation avec encore plus d'incertitude, car s'il n'y a pas de majorité, quel budget en 2025 pourrait être décidé par une assemblée encore plus clivante? Donc, encore moins de contrôle que ce qu'on peut avoir dans l'Assemblée aujourd'hui, telle qu'elle s'est dessinée en 2022. Et le troisième scénario, c'est le scénario d'une victoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Front populaire, dont l'ensemble des mesures, la retour à la retraite à 60 ans, les baisses de taux de TVA aussi, ça c'est commun, c'est la Front National qui voulait ça au niveau de l'électricité, qui sont aussi des mesures extrêmement dépensières. Dans ce moment de crise politique, à tous les étages, nous sommes plutôt dans une logique de dépenses publiques. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas dans un territoire où tout va bien. Je vous disais la phrase de Patrick de Viljean, nous étions dans une pièce avec une fuite de gaz, et le président a craqué une allumette pour y voir clair. Donc ça, c'était référence à la dissolution de 1997 de Jacques Chirac. Par Jacques Chirac. Mais la situation aujourd'hui, il y a une fuite de gaz. Et la fuite de gaz, c'est quoi? C'est la politique budgétaire française. Nous avons un déficit de 5,5% qui a été revu avec un écart de correction qu'on n'a jamais vu depuis des années. Avec les agences de notation qui ont déjà mis un warning. Donc, sans parler de la fin du monde, on peut tout à fait avoir un spread qui va à 80 points. Et là, les impacts peuvent être plus importants. Et d'ici le deuxième tour, c'est quand même compliqué de voir de la certitude, de voir des éléments pour assurer le marché. Bon, commentaires, réactions à cette situation, à ce choc d'incertitude, cette incertitude envahissante pour quand même une économie majeure de la zone euro. Il y a la situation française et les conséquences également qu'on pourrait retrouver au niveau européen sur des politiques européennes de long terme avec des efforts importants qui sont quand même conduits, sur des politiques de défense, de transition, etc., etc. Il y a beaucoup d'angles à traiter, mais je vous laisse la parole, Mabrouk. Alors, la question déjà, le parallèle par rapport aux élections présidentielles, cette remontée du spread, l'évocation du Frexit, je pense qu'on se trompe de combat, c'est pas du tout en fait ce qu'il faut évoquer. Le marché price déjà en fait le dérapage budgétaire. En fait, c'est ça en fait qui est en train de se jouer. Vous citiez l'Institut Montaigne, effectivement, il y a un premier chiffrage basé sur le programme présidentielle de Marine Le Pen, qui va être, on va dire, une espèce de copier-coller de ce que veut faire Jordan Bardella s'il arrive au pouvoir. On est à peu près sur des dépenses non financées, puisque en fait c'est ça qui compte. Donc on faisait le parallèle avec le mini-budget de Liz Truss qui a déclenché, entre guillemets, l'hystérie obligataire finalement sur le marché britannique. C'est 60 milliards, effectivement, qui ne seront pas financés, dans un contexte où on rappelle que Bruno Le Maire cherchait déjà encore 20 milliards avant les élections pour pouvoir effectivement... C'est 2 fois plus que les baisses d'impôts non financés de Liz Truss. Oui, c'est ça. Non, mais on a 20 milliards, pour donner l'ordre de grandeur. 60 milliards, effectivement, de dépenses non financées. Là, on parle d'un programme papier, effectivement. On verra ce qu'il en reste. Mais il en restera rien, puisque finalement, à mon sens, globalement, ce qui se passe... Non, mais il faut là aussi... quand on vient aux affaires, on va se rendre compte de la réalité budgétaire. Ça a été évoqué. On a moins 5,5 de déficit. On est déjà quasiment... on est vraiment au-delà des clous budgétaires du pacte de stabilité, qui certes, effectivement, a rajouté déjà finalement un peu de flexibilité, donner un peu plus de latitude au pays en cas de dérapage, en cas d'augmentation significative du déficit. Mais à 5,5%, on ne peut pas faire grand-chose. Et on le voit bien, quel que soit finalement le bord politique, et on ne sait pas finalement quelle va être la coloration politique de ce gouvernement. Rassemblement national, on enterre peut-être un peu trop vite finalement la majorité présidentielle qui pourra effectivement sur un malentendu jouer le rôle d'arbitre. Un bloc centriste, donc, oui. Voilà, qui pourra effectivement faire la pluie et le beau temps au niveau de ce nouveau gouvernement et au niveau législatif. D'où la paralysie finalement législative et donc l'absence de dérive budgétaire, parce que qu'est-ce qui se passe comme en Belgique quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de gouvernement, finalement, en tout cas un gouvernement sérieux, finalement il ne se passe pas grand-chose. Mais en tout cas tout ça pour dire que ce soit finalement le Front populaire ou le Rassemblement national, ils sont tous dans le même prisme, c'est-à-dire l'utilisation de la dépense publique, la relance par la demande. Et on voit bien que finalement, ce n'est pas le moment, finalement, dans un contexte où il n'y a pas déjà de recettes publiques nécessaires, et où en plus, on sait que cette relance par la demande est inflationniste par ailleurs. Donc lutter, parce que ça, c'est un des grands programmes finalement du Rassemblement national contre l'inflation, en générant de l'inflation, c'est un peu paradoxal, me semble-t-il. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, il ne se passera pas grand-chose. Et donc, in fine, l'arrivée au pouvoir dans un contexte extrêmement bloqué, générera finalement de manière endogène un blocage. Il ne va pas se passer. Encore une fois, je doute de voir les dépenses publiques
augmenter de manière significative, puisqu'encore une fois, on n'en a pas les moyens. Et donc, il va falloir se recentrer à un moment donné sur l'existant et faire en sorte finalement que la situation puisse tenir. Le risque d'avoir un blocage finalement politique et institutionnel, il est quand même relativement fort. Et c'est ça aujourd'hui finalement qui est le plus grand danger pour la France. Et vous citiez finalement dans un cadre européen. Finalement, le problème, c'est qu'on a d'autres enjeux. On a des enjeux sécuritaires, on a des enjeux énergétiques, on a véritablement, en fait, on a les élections américaines qui vont constituer par ailleurs un risque à l'échelle de l'Europe, et avoir une Europe divisée avec une France, on va dire, qui ne sera pas dans les clous européens, c'est problématique. Et ça, alors, je mets de côté effectivement l'idée des dérives budgétaires. Il y a une réalité à l'exercice du pouvoir qui s'appliquera, quelle que soit la personne en charge. Mais un des grands arguments qui justifie le statut de l'OAT, et pas juste chez les agences de notation, mais auprès des investisseurs globaux, c'est quand même la capacité à gouverner la France avec des institutions fortes, avec un régime stable, etc. Est-ce que là, de ce point de vue-là, il n'y a quand même pas quelque chose qui est en train de changer et qui peut faire évoluer la perception que les acheteurs de dette française ont justement des actifs français en l'occurrence ? Mais le problème, c'est que là, il y a un risque, effectivement. Donc, ce risque, il commence à être dans les prix, effectivement, de l'OAT. On va voir, effectivement, si, globalement, les institutions françaises... Non, mais le côté blocage institutionnel, c'est pas... c'est pas positif pour l'OAT. Non, c'est pas positif. Mais bien sûr que non, c'est pas positif. J'ai jamais dit que c'était positif, par ailleurs. Mais le point, c'est que, est-ce que aujourd'hui, alors à 70, 100 points de base, effectivement, d'écart de taux d'intérêt avec, effectivement, la référence allemande, est-ce que c'est un problème ? J'ai envie de dire, c'est le même parallèle, finalement, qu'avec l'Italie, avec la Grèce, etc. Dès qu'il y a un problème, une crise politique, une crise budgétaire en Europe, on voit les spreads, effectivement, s'envoler, et on voit, effectivement, qu'est-ce qui se passe, ces derniers revenir, puisqu'on a quand même des garde-fous. On n'est pas non plus dans une zone de république bananière. Enfin, c'est pas un peu le... Aujourd'hui, on achète trop rapidement, entre guillemets, le désastre et le cataclysme. On n'est pas dans cette thématique-là. Et à chaque fois que les spreads s'écartent, on s'étonne effectivement de leur écartement, mais ils reviennent tous finalement à la normalité. Ça se fait... Pour l'instant, j'allais dire doucement et de manière ordonnée. C'est-à-dire le spread, il était peut-être à moins de 50 avant, on monte à 65, 70, ça se fait graduellement depuis 3 jours. On verra le 7 juillet. L'Italie, on est monté à 7-8%. Oui, 700 points de base de spread. Voilà. Avant qu'il se passe quelque chose quand même. On n'avait pas la même BCE. C'est-à-dire qu'en gros, là encore, on n'avait pas les mêmes institutions, pas la même BCE, qui aujourd'hui est pragmatique. Encore une fois, tout le monde nous dit que la BCE ne réagira pas. Je ne suis pas d'accord. Le risque d'une crise majeure en zone euro déclenchée par un des pays pilier finalement de celle-ci, il est absolument colossal. On reviendra à quelles conditions et comment la BCE interviendrait dans un scénario de stress majeur. Il y a un point essentiel, il n'y a pas besoin d'intervenir. Il suffit juste que la Banque centrale soit crédible et menace tout simplement qu'elle fasse quelque chose pour que ça suffise à normaliser la situation. On l'a vu par le passé, ça s'est déjà produit. Mais sur la base de quoi ? Avec quel argument ? Un risque effectivement non diversifiable, un risque effectivement majeur et endogène et systémique. On ne peut pas prendre ce risque. Alors, comme je fais tourner la parole à un commentaire, Florian, sur la situation de marché. Stress très français, mais bon, on voit quand même, que l'OAT bouge plutôt avec les périphériques de concert aujourd'hui. On a changé un peu de case, en tout cas pour cette séquence-là. Et puis, comment ce stress se propage sur les actifs européens. Et est-ce que, ça nous coupe un peu l'herbe sous le pied en tant qu'investisseur, dans le sens où on commençait à parler d'un cas d'investissement européen peut-être plus favorable, à la faveur d'un petit décollage macroéconomique, de quelques baisses de taux à venir de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que tout ça est mis au placard, au moins pour un temps ? Alors, pour l'instant, pas, au sens où l'écartement des spreads ne s'accompagne pas d'une baisse de l'euro marquée. Et aujourd'hui, on voit un effet sur les spreads français, mais on ne le voit pas sur l'euro, qui serait un peu la mesure d'une progression du risque systémique européen. Aujourd'hui, les actifs européens, ils restent attractifs, d'autant plus quand on voit la baisse de la journée. Le point que j'aimerais peut-être ajouter, c'est... c'est une crise franco-française, mais pas que, parce que ces partis qui commencent à avoir une émergence, en tout cas politique, plus marquée qu'à l'habitude, ils ont en commun deux choses. Un, ils veulent dépenser de l'argent, donc il y a de la dépense fiscale qui est inflationniste. Pas de chance, parce qu'on tente encore de lutter contre l'inflation, et la BCE a révisé ses projections d'inflation, reconnaissant que les pressions inflationnistes en zone euro sont encore en train de progresser. Le deuxième élément, c'est que ce qu'ils ont en commun, c'est le protectionnisme. Il y a aussi une forme de protectionnisme qui est là,
latent, gauche comme droite, et c'est aussi une source d'inflation. Mauvaise nouvelle pour la BCE. C'est-à-dire que si on se retrouve encore une fois dans une condition, dans un système un peu à la Liz Truss, on va avoir une banque centrale qui va peut-être voir encore des progressions dans les pressions inflationnistes, donc il va devoir faire son travail de banque centrale, surtout la BCE, qui n'est pas la Fed, il n'y a pas de double mandat. Et puis, comment dire, et d'un autre côté, le risque fiscal, la fragmentation et la crédibilité face à ça. Souvenez-vous, la crédibilité de la Bank of England, la Banque d'Angleterre, à cette époque-là, était un peu, disons, mise à mal, pour dire les choses gentiment. Après, la France n'a pas le même système de retraite que la Grande-Bretagne. Le système de financement, le système de retraite par capitalisation anglais s'appuie principalement, en grande partie sur les actifs illiquides, et c'est ça qui a aussi généré cette vente, ces panic sales, ces ventes. C'était le risque d'un effondrement du système de retraite britannique, derrière le chaos généré par la présentation du mini-budget. Voilà, le système plus le mini-budget explique l'ampleur de la réaction. Donc, en gros, le danger pour nous de cette situation politique, pour le moment, il est plutôt du côté de la BCE qui pourrait être confrontée à faire un choix entre la fragmentation européenne et la lutte contre l'inflation. Et la BCE, c'est une très grande banque centrale. C'est pas la BOE, c'est pas une banque centrale d'une économie insulaire. C'est la deuxième plus grande banque centrale mondiale. Donc là, il y a un risque, surtout pour les gens comme nous qui avons été convaincus par l'idée qu'il y a une rotation à venir dans les actifs des actions américaines vers les actions européennes, pardon, de ramener vers les choses plus marché. Mais c'est aujourd'hui la question qu'on doit se poser. Justement, quelle forme pourrait prendre l'intervention de la Banque centrale européenne face au risque de fragmentation aujourd'hui généré notamment par le cas idiosyncratique français. À partir de quel niveau ça devient une mission pour la Banque centrale européenne et de quelle manière on opère? Alors, avec quel programme, quel argument tout ça se retrouve devant les juristes à la fin de l'histoire. Enfin, je veux dire, quand la BCE se prépare à ce genre d'intervention, voilà, on a vu des cas des années après traités encore par les cours européennes de justice, constitutionnelles, Karlsruhe, etc. Donc il faut avancer quand même avec un argument et un cadre solide quand on se lance dans ce genre de mission. Plus le besoin de discipline que la BCE doit imposer auprès des États. La discipline budgétaire, c'est aussi à la Banque centrale de l'imposer aux États. Donc il y a une espèce. Donc c'est pas un sauvetage sans contrepartie. C'est pas un sauvetage sans contrepartie. Non mais il doit y avoir progression sur les spreads qui rendent la situation française difficile à tenir. Effet boule de neige global sur l'intégralité des spreads périphériques, plus baisse de l'euro. Et lorsqu'on arrive dans ce genre de cas-là, on est capable de dire oui, il y a un risque systémique, pas mondial, un risque systémique pour la zone euro. La zone euro, c'est ma mission. C'est le rôle de la Banque centrale d'intervenir dans ces cas-là. Quantifier ça, ça va être difficile. Ouais. Alors, Nicolas ? Oui, non, moi j'ai pas du tout dit qu'on est dans une crise systémique, dans une crise spécifique. Il me semble qu'il y a un peu un tropisme français que vous avez là dans ce que vous décrivez en disant bah oui, la BCE va intervenir. Mais enfin, il faut quand même comparer et regarder la réalité entre 2012 et 2024. La réalité, c'est que la France est en train de devenir le plus mauvais élève de l'Europe. C'est ça la réalité. 5,5% de déficit. Je ne crois pas qu'il y ait un autre pays européen qui ait tellement un niveau aussi pourri. Le niveau de ratio de dette sur PIB n'a fait que se dégrader. Avec Macron, c'est plus de 20%, je crois, de plus. Quand on compare par rapport à 2012, tous les niveaux de déficit ont augmenté depuis 4 ans. De dette, mais pas de déficit. Aujourd'hui, si vous comparez la situation de l'Italie à la France, la situation budgétaire et de dette italienne n'est pas plus mauvaise que celle de la France. La preuve de ce que je dis, ce sont les marchés qui le disent. Aujourd'hui, le taux français, traite à un niveau, c'est-à-dire que la France, sans dette, à des niveaux plus élevés que le Portugal, proche de l'Espagne. C'est aussi le reflet des efforts faits par ces pays-là depuis la crise souveraine. À commencer par le Portugal, la Grèce revenue investment grade, et l'Italie qui a toujours eu son excédent primaire pour gérer la situation antérieure à la création de l'euro. Mais aujourd'hui, c'est une situation une question d'abord française, pas spécifique, pas je veux dire systématique, mais spécifique. Et donc c'est pas une mission pour la BCE. Et donc, pour l'instant, moi le seul point que je dis, c'est qu'entre maintenant et le deuxième tour, dans les 15 jours qui viennent, on peut avoir de la volatilité. N'attendez pas que Zoro arrive. C'est quand même pas Christine Lagarde qui va intervenir en plein milieu des élections. Non, je crois pas que c'était. On était dans l'idée d'un scénario qui dériverait au-delà, effectivement, de la séquence électorale.
Bien sûr, mais le risque, moi je vois, c'est pas tellement le risque d'une crise systémique, mais c'est plutôt un lent dérapage, un re-rating de la situation française. Donc un changement de statut de l'OAT qui s'opère. C'est ça le risque. Peut-être structurellement. Aujourd'hui, c'est ça le risque. Mais je pense que, in fine, et on verra bien quand le gouvernement sera en place, là où je vous rejoins, c'est qu'évidemment, une fois que les personnes sont en place, le bon sens l'emportera et sans doute des mesures sérieuses seront mises pour éviter que ça dérape. Mais entre maintenant et cette incertitude, eh bien, il peut y avoir un peu de dérapage. Et ce qui me semble aussi, donc ça c'est le premier point, ce qui me semble important, deuxième point, c'est que quand on voit les actifs français, les spreads de crédit, les spreads des banques, ils sont très serrés par rapport à ce qu'ils étaient en 2017. Donc aujourd'hui, est-ce qu'ils intègrent le risque que le OAT puisse aller à 100 points ? Pas du tout. Parce que si l'OAT s'écarte et va à 100 points contre la dette allemande, c'est tout le système français, bancaire et parapublic qui va quand même être impacté. C'est un coût de financement généralisé qui augmente. Donc, pour les entreprises c'est une françaises. situation spécifique qu'il faut suivre. Il n'y a pas de panique, ça crée des opportunités. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans la même situation que 2012. On n'est pas dans une crise systémique. C'est un point spécifique à la France. Un élève qui est déjà un petit peu faible en moyenne générale. Alors, 2012, très bon parallèle. L'Italie, effectivement, était un cas isolé. Alors, il y avait effectivement des problématiques budgétaires, etc. Et ça a dégénéré finalement en crise un peu plus, on va dire, forte et beaucoup plus violente à l'échelle de la zone euro. Donc, l'idée, personne n'a effectivement prétendu que Christine Lagarde allait intervenir dans les 2 semaines de la campagne. Donc, c'est pas le propos, parce que là, franchement, on nagerait en plein délire. Mais sinon, globalement, encore une fois, juste un point. Élection en Espagne, effectivement, le parti catalan commence effectivement à faire des siennes en voulant effectivement, en ayant des velléités d'indépendance, etc. Regardez juste en fait les achats de dette quand la BCE effectivement avait son PEPP de dette espagnole, ça a augmenté. Pourquoi ? Puisqu'effectivement la dette espagnole était sous pression à ce moment-là. Donc oui, la BCE est pragmatique. Oui, il n'y a plus de PEPP, il n'y a plus de programme d'achat. Oui. Non mais d'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a encore des instruments qui existent et qui permettent l'action discrétionnaire de la BCE. Oui, il y a Karlsruhe. Oui, effectivement, il y a des conditionnalités. Le TPI qui a été dessiné en 2022 pour être un filet de sécurité au moment où la BCE amorçait son resserrement monétaire. Christine Lagarde a toujours été très claire. Le TPI n'est pas là pour aider un pays qui ferait un choix politique intérieur ou une erreur de politique intérieure. Nous ne sommes pas là pour réparer les choix qui sont faits par un pays. Ça, c'est très clair. Mais le problème, c'est que si les conséquences, effectivement, si on a des effets de contagion qui commencent effectivement à se manifester, là, bien évidemment, encore une fois, on passe à un autre niveau d'alerte. Passe à un autre niveau. Mais encore une fois, personne ne dit que quel que soit le résultat du 7 juillet, on aura le lendemain, le 8 juillet, une intervention de la BCE. C'est pas le sujet. Non. Le sujet, c'est de dire, attention, regardons les programmes, regardons le risque, effectivement, d'augmentation du spread, effectivement, du spread français. Et si jamais ça venait, effectivement, à contaminer les autres pays, les pays périphériques, comme le soulignait Florian, par exemple, là, on aurait effectivement... Et c'est pas le cas aujourd'hui. Depuis 3 jours, c'est pas ce qu'on voit. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, globalement, on fait bien la dissociation entre la situation française et le reste de l'Europe. Même si, effectivement, il y a des tensions politiques un peu partout. Et donc, du coup, le cas d'investissement européen est peut-être perturbé, j'allais dire, par cette incertitude politique, mais il n'est pas remis en cause aujourd'hui, Florian ? Le cas d'investissement, il est lié à la reprise économique qui suit une période de faiblesse. Et ça existe toujours, ça va se propager encore devant nous ? Tous les marqueurs sont là pour le moment. Vous prenez l'exemple le plus simple, je cite toujours cet exemple, c'est l'IFO allemand. Il faut regarder la composante attendue versus la climat des affaires en Allemagne. 4 signaux historiques depuis la création de l'indicateur, tous justes. Reprise économique marquée du côté allemand. L'Allemagne, c'était le patient malade. Alors il allait très bien, c'était un très bon élève, mais il avait une mauvaise bronchite pendant un temps. Et là, il est clairement en train de il donne des signes qu'il est en train de se remettre et de se remettre assez rapidement. Donc, encore une fois, c'est l'usine de l'Europe, c'est le moteur, l'un des moteurs de la croissance. Sa reprise va avoir des conséquences. La BCE l'a salué lors de la révision de ses anticipations de croissance, soyons très clairs. Donc on a une zone qui reste encore cheap, c'est-à-dire que les actions européennes, c'est quand même pas très cher. Plus on décale un peu moins d'ailleurs depuis 2-3 jours, oui. Oui, exactement. Donc on a un argument de valorisation. Jusqu'à présent, il y avait une reprise de momentum, évidemment, comme vous le dites, en ce moment, on observe un petit décalage sur le marché, un décalage raisonnable sur le marché. Est-ce que c'est une opportunité d'achat ? Mais ça change pas fondamentalement la situation en termes de reprise de croissance des earnings. Ce qu'ont connu les États-Unis sur les 6 derniers mois, c'est probablement ce que la zone euro va connaître sur les 6 prochains mois en termes de trajectoire de earnings. Quand on achète des actions, on achète les résultats des entreprises et non pas des résultats électoraux.
Donc il n'est pas question aujourd'hui de changer les positions que vous pouvez avoir sur des actifs européens. Ça le serait. Alors nous, on est des investisseurs on investit en termes de risque, c'est-à-dire que voilà, on est risk-based, on a des fonds de risk parity. Si on voit la volatilité des OAT progresser, alors on va s'en éloigner. On a la chance ou la malchance que la volatilité du monde obligataire dans son ensemble est plus élevée qu'à d'habitude. Donc c'est vraiment pas l'endroit aujourd'hui où on est sur un. Vous avez envie d'être. On est déjà sous-pondéré côté obligataire. On va peut-être changer notre mix parce que la volatilité des OAT va progresser plus vite que la volatilité du Bund, donc les obligations allemandes, pardon. Et c'est ce qui pourrait nous amener à nous écarter temporairement des obligations françaises. Mais dans l'ensemble, la volatilité du monde obligataire, elle plonge ses racines dans la volatilité de l'inflation globale, et cette problématique, elle est toujours là. Vous disiez tout à l'heure, Nicolas, on est passé négatif sur l'OAT, donc la dette française. Est-ce que ça a des conséquences sur votre vue concernant d'autres actifs européens à ce stade ? Oh là, pardon. Non, je rejoins ce que vous avez dit sur le cas européen et la reprise économique, les ISM, les PMI, qui plaident pour un rebond. Ça reste vrai. Ce qui se passe là, encore une fois, qu'on vient de décrire, n'est pas de nature, pour l'instant en tout cas, dans la mesure dans laquelle ça se déroule, à remettre en cause cette image-là. Non, pas. Le côté économique, pour l'instant, est monétaire, parce qu'aussi le fait que la BCE a commencé ce cycle de baisse de taux, enfin ce cycle entre guillemets, cette baisse honteuse, parce qu'elle n'a pas voulu trop le dire, mais enfin bon, bref, le fait qu'elle peut continuer à baisser les taux, le fait qu'il y ait une reprise économique, oui, et le fait que la valorisation est attractive, il peut tout à fait y avoir un rebond. Donc nous, on est légèrement surpondérés. Mais enfin, entre les actifs européens et les actifs américains, l'écart s'est creusé. Mon cœur continue à balancer parce que, si vous voulez, malgré tout, les investisseurs internationaux vont quand même se poser des questions quand ils vont voir le résultat un petit peu des élections, malgré tout. Et ça va tout de même un petit peu jouer. Et voilà. Mais pour l'instant, il n'y a aucun impact de cet épisode électoral sur l'activité. Est-ce qu'il peut y en avoir un ? Oui. Oui, non, mais à suivre. Si le Rassemblement national est à Matignon et l'extrême gauche dans la rue, il y a peut-être, ça va peut-être créer un climat plus compliqué. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout là. Et c'est un environnement qui est plutôt positif. Même si c'est vrai, il faut être attentif aux risques spécifiques français. Et il faut être sélectif quand même aussi vis-à-vis de certaines entreprises. Et certainement le secteur bancaire aussi, il faut être attentif. Vous dites baisse de taux honteuse de la BCE. Vous doutez. Non mais d'accord, mais bon. J'assume. Déjà, elle l'a fait alors que franchement, les données précédentes n'allaient pas forcément dans le sens. Donc, elle a quand même tenu pour une fois sa parole sur ce sur quoi elle s'était engagée. Non, mais au démarrage des hausses de taux, la parole a été trahie à certains moments. C'est vrai. Non, mais vous doutez qu'il y en ait d'autres, des baisses de taux de la part de la BCE ? Elles vont être de moins en moins honteuses, elles vont être de plus en plus glorieuses. Je parle de baisse honteuse parce que c'est un peu caché cette baisse que je ne saurais voir. Je baisse les taux, mais en même temps, je remonte un peu les indications d'inflation et je dis rien du tout. Donc, le résultat de cette baisse de taux, c'est que les taux longs ont monté. On verra. Peut-être qu'elle a remonté les anticipations. Oui, les objectifs, enfin les projections d'inflation sont remontées. On verra. Peut-être qu'aussi ça donne une marge de surprise à la baisse qui peut me permettre d'être un peu plus confortable. Bien sûr. Je veux dire, ça facilite la création de surprises à la baisse sur l'inflation. On se fixe un objectif, on fixe des projections un peu plus élevées, et puis on va constater que finalement, l'inflation est en dessut de ce qu'on avait projeté. On continue de baisser les taux. Oui. Vous faites la version positive. Vous faites la version positive, je veux bien, d'accord. Mais c'est vrai qu'en termes de forward guidance, de clarté, c'est pas évident pour l'investisseur. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la baisse des taux de la Banque centrale et la reprise économique pourrait être favorable, par exemple, aux petites et moyennes capitalisations dont vous allez parler. Ouais. Mais c'est vrai que pour ça, il faut vraiment qu'on ait une banque centrale qui donne un chemin clair sur les baisses de taux et qui donne vraiment cette bulle d'oxygène. Nous attendons encore des baisses de taux de la Banque Centrale Européenne, mais on voit bien qu'elle est dans cette façon de gérer la politique monétaire très différente de Mario Draghi, où elle essaye de trouver des compromis. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait pour juillet ? On attend, on voit. Et donc pour l'investisseur, on n'a pas un cap très clair. Et ça d'ailleurs, les taux d'intérêt sont pas si à la baisse que ça. Peut-être qu'au fur et à mesure, elle trouvera un peu plus de marge de manœuvre, de confort pour offrir un peu de forward guidance aux investisseurs. Encore une fois, si elle n'avait pas de forward guidance, elle n'aurait peut-être même pas baissé les taux le 6 juin dernier. Non, bien sûr. Non, mais c'est pas un métier facile. Et je pense que ce que vous avez dit aussi est très intéressant par rapport au télescopage. On est là dans la politique fiction, mais si jamais s'il y avait un peu de tension sur les périphériques, c'est vrai que
ça tilterait un petit peu la question de politique monétaire, mais on n'en est pas là. Ah, mais surtout, le point le plus important, et je pense que le terme que vous avez cité est vraiment essentiel, c'est une baisse de compromission. C'est un compromis, en fait, cette baisse de taux. Ça n'a rien à voir avec la réalité macroéconomique de la zone euro. L'année dernière, on a un accident de croissance que l'Allemagne était littéralement en récession. Donc là, globalement, ça va mieux, ça se stabilise. Et donc, quand vous regardez juste la dynamique, c'est-à-dire qu'en gros, on passerait de moins 0,3 même à quelque chose d'extrêmement faible en Allemagne, mais ça suffit finalement à justifier une stabilisation, même une croissance économique qui pourrait surprendre le consensus. Et on voit bien que c'est déjà le cas depuis le début de l'année. Et sur, effectivement, l'aspect marché-action européen, là, le marché va commencer à regarder non pas finalement les résultats, la croissance des bénéfices pour 2024, puisque bon, on a déjà fait une partie de l'année, mais il va se projeter pour 2025. Oui. Et là, c'est surtout, en fait, ce qui est très intéressant, les résultats des entreprises, quand on prend les indices, par exemple, nationaux, le CAC, le DAX ou le MIB, c'est très faible pour cette année. Et quand on regarde finalement ce qui est attendu pour 2025, c'est très fort. C'est quoi, du plus 10 ? Même plus. Donc, même plus. Globalement, vous avez du plus 12 pour l'Allemagne, et quand on compare effectivement de quelque chose d'extrêmement, on va dire, flat, on va dire à 1 ou 2%, le delta, du moins la différence, fait que vous avez plus 10, qui est beaucoup plus fort qu'aux États-Unis en réalité. Et on a déjà vu des phases de déconnexion. Alors je suis d'accord que c'est très difficile, effectivement, de quitter le marché américain, c'est pas ce qu'on fait d'ailleurs, mais se dire que le marché européen peut s'affranchir finalement de ce qui se passe aux États-Unis, ça s'est déjà produit. 2022, fin 2022, le marché américain est complètement stone, il est complètement flat, alors que le marché européen, lui, continue. D'ailleurs, de octobre 2022 à aujourd'hui, j'ai pas la mesure précise, mais je ne crois pas que les indices européens soient particulièrement en retard sur les indices américains. Sur cette séquence-là, je pense qu'on est kiff-kiff, voire peut-être certains indices européens au-delà de ce qu'on voit sur les indices américains. De décalage, c'est-à-dire qu'en gros, ça peut se produire. Et je ne serais pas étonné de voir d'ici la fin de l'année, finalement, cette Europe, effectivement, un peu bancale, un peu malade sur le plan politique, etc., finalement, sur un malentendu, les investisseurs se dire, bon, il y a de la valo, finalement, il y a même un petit réservoir de croissance, et sur un malentendu, finalement, on citait effectivement le cas sur le cas de l'Europe qui parvient finalement à se mettre d'accord sur des plans de relance budgétaires qui profitent à certains pays, pas à d'autres, et bien finalement, si on arrive à mettre tout ça de concert, ça va peut-être servir les intérêts des boîtes européennes. Et nous, c'est ce sur quoi on table, effectivement, pour la seconde partie de l'année. Et ça, ce qui se passe aujourd'hui ne change pas cette dynamique. Enfin, l'Allemagne est affectée, c'est vrai, l'Europe est affectée par le canal de la France et ça affecte l'Allemagne, mais ça va non plus remettre en cause la trajectoire de croissance de l'Europe. Toujours l'idée que les attentes sont tellement basses sur l'Europe que... incrémentalement, la moindre surprise positive peut générer des effets. Donc elle affichait les 0,9% de croissance. Tout le monde dit que c'est complètement irréalisable. Pas du tout. Mais non. Moi j'entends plein de gens qui viennent me dire, moi je suis à 0,8, je suis à 0,9, je suis à 1. Parfait. Donc je sais pas, moi les gens qui font de la conjoncture et qui font des projections, ils viennent pas me dire que c'est complètement irréalisable. Avant la projection, finalement, les publications, on était à ce niveau-là. Et donc on nous comment dire, on nous targuait finalement d'être un peu trop optimiste, exagérément optimiste. Le consensus a démarré à 0,5, faut pas l'oublier. Donc, oui, c'est l'acquis déjà qu'on a pour l'année, donc oui, quasiment. Donc, non, mais même, fin d'année dernière, on a démarré à 0,5 alors que l'acquis est encore en dessous. Donc, non, mais tout ça pour dire effectivement que à chaque fois que la BCE dit quelque chose, ça va pas. Donc, c'est problématique. Oui, elle est payée pour ça, c'est le job. Hein. Mais oui, tout le monde se prosterne en disant que c'est génial. Donc, alors qu'il y a à boire et à manger dans ses propos. Alors on va voir. Est-ce qu'on se prosterne devant Powell? Non, mais si, c'est la question, Florian, parce que moi j'ai eu l'impression, je l'ai écouté, oui, j'aime bien écouter Powell, je trouve qu'il est toujours assez clair dans son discours, voilà, même si ils sont dans le brouillard et qu'ils veulent pas sortir de la dépendance aux données, etc., pour des questions politiques, tactiques, j'en sais rien. En tout cas, moi je constate que le marché a plutôt accordé de l'importance aux dernières données, le CPI, les données d'emploi, effectivement, alors on a revu un peu peut-être la lecture avec le dernier rapport sur le marché du travail, mais quand même tout le faisceau d'indications qui montre le rééquilibrage du marché du travail, le PPI qui vient enfoncer le clou encore aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que c'est ça qui fait que le marché continue d'imaginer que cet espace est en train de s'ouvrir pour la Fed. Ouais, il y a un chemin pour baisser les taux qui est en train de se créer devant nous. On a eu 6 mois de doute. On a été surpris, je trouve, en mai dernier de la façon qu'il a eu de communiquer, le 1er mai, le communiqué lors du FOMC. Et puis on s'est rendu compte en lisant les minutes qu'en fait, les minutes étaient très différentes du FOMC. Ce qu'on vient d'avoir en termes de conférence de presse, c'est un copier-coller des minutes. On vient d'avoir une explication des minutes du meeting du mois de mai, et c'est comme ça que la Fed est en train de se positionner. Dans lesquels il nous disait quoi, pour nous rafraîchir la mémoire? Il nous disait que l'inflation, c'était pas complètement fini, qu'ils continuaient à avoir une forme
forme d'anxiété. Alors que pendant la conférence de presse, dans l'ensemble, il avait l'air très à l'aise vis-à-vis de la volatilité de l'inflation. Là, il le dit clairement, on est prudent, on ne sait pas vraiment où ça va, on se rend compte qu'il y a une tendance à la désinflation, mais qu'elle peut être plus chaotique que prévu. On est prêt à faire face à ça. 3-4 mauvais rapports dans la figure, donc oui. Il y a un exercice de réalisme, c'est plutôt bien effectué. Là où je suis plus surpris personnellement, c'est l'absence de révision à la baisse de la prévision de croissance sur 2024. On voit un faisceau d'indicateurs qui sont en train de 2%. Oui. On voit un faisceau d'indicateurs qui sont en train de se rétracter ici ou là. Ça touche surtout l'industrie principalement. Il y a quelques éléments autour des services également qui vont dans ce même sens-là. On a à peu près, je dirais, 60% des données qui se dégradent aux États-Unis depuis 2 mois maintenant. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Qui est mais là aussi, extrêmement du marché. J'allais dire, dans le métier du banquier central, c'est un peu ce que je disais sur la BCE tout à l'heure. Quand il dit nos projections sont encore conservatrices, etc., on fait attention aux risques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée de se dire bon, bah, je vais mettre un petit peu le niveau et de croissance et d'inflation, peut-être dans la borne haute de mes projections. Et comme ça, en cas de surprise à la baisse, je suis très à l'aise pour pouvoir justement, vous voyez, c'est en dessous de notre scénario, ça nous donne de la place pour baisser les taux. Est-ce que c'est quand même pas ça aussi le fond de l'argument derrière ? Il a dit pendant la session de questions-réponses que ces forecasts, ces prévisions en tenaient compte du rapport sur l'inflation qui venait d'être publié 4 heures auparavant, 26 heures auparavant. D'accord. Les forecasts du staff de la Fed, oui. Mais pas forcément les projections de points faites par chaque officiel. Non, mais elle dit chacun a le choix de les bouger ou de ne pas les bouger. Exactement. Visiblement, il a l'air de dire que la plupart semblaient ne pas les avoir bougés. Mais bon. Ouais. Donc il y a vraiment une extrême data dependence. Normalement, ces chiffres-là ne sont pas pris en compte dans les forecasts. Là, visiblement, ils l'ont été. On a vraiment envie d'être très très précis sur l'évolution de rapport en rapport. Bon, globalement, enfin que l'inflation soit, je regarde le corps PCE, oui, ça bouge. 20 points de base de révision. D'accord, que ce soit à 2,6 ou 2,8, ça n'empêche pas qu'il y a de la place pour ajuster au moins de 25, 50, peut-être 75 BP le réglage de la politique monétaire. Oui, c'est un signal parce que dans le statement, on a très peu de changements. Quand vous comparez côte à côte, le statement de mai et celui de juin, on n'a quasiment aucune. Le message est dans les forecasts. Aussi simple que ça. Ils disent on a plus d'inflation, croissance inchangée. Croissance inchangée, point d'interrogation. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à faire ces calculs-là. Plus d'inflation, on l'a vu tous sur les 6 derniers mois. On a un bon rapport plus le PPI. Attention, parce que les chiffres de l'emploi étaient quand même un peu stratosphériques. Alors, on peut regarder les détails, on peut se dire qu'effectivement, le part-time job, les jobs à temps partiel, on va mal progresser. Voilà. Donc il y a à boire et à manger. Dans l'ensemble, contrairement, je dirais quelque part, à la révision des forecasts de la BCE, on a une ligne directrice qui nous dit l'inflation, on se rend compte que c'est moins bien que ce qu'on avait prévu. Néanmoins, on est prêt à baisser une fois, voire tout le monde dit une fois, c'est 5,1 la prévision exacte. Donc c'est une fois plus, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une baisse. Il y a plus de membres du FOMC sur les 19 qui pensent qu'il y aura 2 baisses de taux que de membres qui pensent qu'il y aura une baisse de taux cette année. Voilà. C'est notre scénario, 2 baisses de taux, et avec ça, on ouvre la porte aussi à plus de confort en termes économiques. Ils sont aussi data dependent qu'ils le disent, ou quand même, est-ce qu'ils commencent à avoir, avec peut-être un peu plus de confiance dans les projections et les prévisions qui sont faites, Christine Lagarde le soulignait, on a un peu plus confiance quand même dans nos modèles et dans nos prévisions d'inflation. On se trompe un peu moins depuis quelques mois. Il faut bien que ça commence quand même par quelque chose. Est-ce que ça permet quand même de se dire que même s'il y a la rhétorique de la dépendance aux données et que pour l'instant on ne veut pas relever le nez du guidon, est-ce qu'il commence à avoir une idée quand même du rythme, de la trajectoire, d'un éventuel taux d'arrivée également ? Parce que quand on commence un mouvement, un cycle, il faut quand même avoir une idée de là où on va et à quel rythme et quelle vitesse. Écoutez, nous, notre scénario n'a pas vraiment changé ni pour la Fed ni pour la BCE. On a un peu ajusté la Fed. On avait toujours 3 baisses BCE et on avait 2 baisses de la Fed. On reste confiant sur cette baisse de la Banque centrale américaine. La grande question pour nous, c'est celle de l'inflation, comme vous l'avez dit. Provision d'inflation pour 2024 et 2025. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une fenêtre, comme vous avez dit, un chemin qui s'ouvre pour baisser les taux ? Oui. Est-ce que c'est clair le point d'atterrissage ? Pour moi, pas du tout. Et je pense que, comme je l'ai déjà dit, ça dépendra quand même du résultat des élections américaines. Et il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de facteurs un peu plus moyen terme et structurels qui sont inflationnistes. Les récentes déclarations aussi qui ont eu lieu sur l'immigration par l'administration Biden, le fait qu'ils veulent resserrer la vis sur l'immigration, c'est inflationniste.
puisque je crois qu'on parle c'est 2 millions de migrants qui... Ouais, 2-3, oui. 2-3 millions, oui. Qui rentrent. Il veut réduire de la moitié. Donc ça va continuer à mettre de la pression sur le marché du travail. De l'autre côté, on a quand même vu aussi un peu plus de tension dans le chip, dans les cargos et dans les livraisons à cause de risques spécifiques. Mais ça, c'est un peu plus important que prévu. Et puis, l'inflation nous a montré qu'il y avait des phénomènes temporaires. Je crois que sur les assureurs, les assurances automobiles et les autres assurances... Mais ça se calme. Tout de Oui, suite. Oui, c'est du d'accord, bruit. mais à chaque fois, on dit mais oui, mais c'est parce qu'il y a eu ce petit chiffre, ce petit... Donc ça crée ma question de la forward guidance. On ne peut pas faire de la politique monétaire en attendant le prix des voitures d'occasion et le prix de l'assurance automobile qui est mesuré de plein de manières différentes, qui est à 20% d'un côté, à 5% de l'autre. C'est pas comme ça qu'on peut faire de la politique monétaire. Mais à votre question, est-ce qu'ils sont plus confiants sur leurs projections? S'il y a une leçon qu'on a apprise, c'est que les projections d'inflation, elles étaient complètement fausses par tout le monde au cours des dernières années. C'est un début de regain de confiance. Est-ce qu'il y a une fenêtre pour la rentrée d'avoir une première baisse de taux? Oui. Là, je vous rejoins. Est-ce que ça sera favorable pour l'investisseur? Oui. Après, les élections américaines, sans doute, auront on reparlera de tout ça. Et on va reposer la question de la dynamique d'inflation. Je voyais là dans les projections qu'ils font sur le long terme, des taux d'équilibre, on augmente de 20 BP, de 2,6 à 2,8. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce qu'il y a l'idée, effectivement, que quelque chose de structurel dans le potentiel américain a évolué? Bah oui. C'est tellement évident, globalement. Non, mais c'est une surprise pour personne. Désolé pour ma question ratée. C'est que ça fait plusieurs mois qu'on le dit, le CBO a déjà publié là-dessus, il y a une révision du potentiel de croissance. C'est pas un débat, moi j'ai l'impression que c'est un débat. Non, c'est pas vraiment un débat. Non, pour moi, c'est pas un débat. Quand vous avez en fait autant d'investissements qui sont réalisés sur le sol américain, c'est-à-dire qu'en gros, les types sont en train de... Vous avez eu un plan d'infrastructure massif. C'est-à-dire qu'en gros, quand on rénove les infrastructures dans un pays... La part d'investissement, elle a vraiment explosé. Non mais regardez, juste la contribution... Elle progresse. Mais la contribution de l'investissement, alors même qu'on a des taux d'intérêt qui sont quand même à un niveau qui correspond à un resserrement monétaire, du moins des conditions monétaires extrêmement restrictives, l'investissement n'a pas disparu du paysage. Mais la part d'investissement dans le PIB, elle reste ce qu'elle a été. Mais il n'y a pas de déformation de ce point de vue-là. Il faudrait que je regarde, effectivement, mais la politique budgétaire qui a consisté finalement à inciter fiscalement les entreprises à investir, ça a forcément une conséquence sur le potentiel. L'inflation, on en parlait par ailleurs. Pourquoi est-ce que ce taux d'intérêt a été revu à la hausse? C'est tout simplement parce que structurellement, on a plus d'inflation pour les raisons qui ont été évoquées. Et ça me semble effectivement logique. Et sur le dernier point, la Fed, globalement, elle a une fenêtre, et je suis d'accord avec Florian, les 2% ou 2,1 de croissance attendus pour cette année, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont les trouver. C'est pas effectivement nouveau que la Fed tarde à réviser effectivement ses projections de croissance. On l'a déjà vu l'an dernier, ça s'est déjà produit, et globalement, non mais on va un petit peu en dessous. Mais tant mieux. Tant mieux à la limite. Bah oui. Tant mieux parce que ça voudrait dire ça ouvrira l'espace de baisse de taux encore plus vite. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'ils attendent 4 baisses de taux l'an prochain. Donc effectivement, une par trimestre. Ça voudrait dire qu'ils ne pourraient pas commencer en décembre, ils pourraient peut-être commencer en septembre, laisser un peu de temps et enchaîner effectivement sur ce rythme trimestriel. Merci à vous trois messieurs d'avoir été invités de Planète Marché ce soir. Mabrouk Chetouan, Natix ICM, Florian Yelpo, Lombard-Odier IM et Nicolas Forest, Candriam. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est encore celui des small et mid cap, une classe d'actifs qui retrouve beaucoup d'intérêt depuis quelques semaines et quelques mois maintenant, après des trimestres et des années parfois même de sous-performance par rapport aux indices de grande capitalisation boursière, notamment en Europe. Nous en parlons avec Marion Casal, gérante chez Montpensier Finance. Bonsoir Marion. Bonsoir. Vous êtes gérante d'une stratégie small cap multithématique chez Montpensier Finance. On va parler de l'aspect thématique, mais un mot quand même de l'ambiance autour de cet univers d'investissement des small et mid cap. Zone euro, c'est votre univers précisément, Marion. Alors, jusqu'à aujourd'hui, avec un peu plus de troubles, d'incertitudes politiques, effectivement, mais si on met de côté les mouvements des derniers jours, on a quand même 2-3 mois de regain d'intérêt pour cette classe d'actifs, des petites et moyennes capitalisations boursières. Qu'est-ce qui a drivé ce regain d'intérêt selon vous et comment est-ce que ce regain d'intérêt s'est matérialisé dans cette cote et cet univers d'investissement ? Oui, alors c'est vrai que si on met entre parenthèses un peu les derniers jours de cotation, ça fait maintenant quasiment 3 mois qu'on ne sous-performe
performent plus les large caps, ce qui est quand même une excellente nouvelle parce que globalement, depuis 2018, ça va faire maintenant 5 ans, avec 2 années compliquées, 2018-2022, qu'on était en sous-performance versus les large caps. Donc ça, c'est le premier point. Quand on regarde un petit peu en plus depuis 2022, on a eu 2 poches qui ont extrêmement bien performé et qui a délaissé un peu les petites et moyennes valeurs. On a eu les large caps avec tout ce qui est Magnificent Seven, les granolas en Europe, et de l'autre côté du prisme, le private equity, sur lequel on est encore sur des niveaux de valorisation qui sont bien supérieurs aux small et mid cap. On a une vraie décote sur les small et mid cap cotés aujourd'hui par rapport au private equity, et on n'est pas vraiment sur des valorisations sur le private qui sont en train de baisser. Je regarde de temps en temps l'indice Argus en France, on paye toujours autour de 9 fois l'EBITDA, je crois, dans le privé, enfin hors marché coté par rapport à ce qui se fait on est sur des primes qui sont significatives. Et quand on regarde la valorisation toujours sur le côté, sur les large caps, on est aujourd'hui, on n'a plus de primes, alors qu'historiquement on en avait, ça c'est connu maintenant depuis un certain temps, mais il y a quand même des points qui sont positifs dans le marché et qui nous, en tout cas, chez Montpensier, nous font dire que normalement, on devrait voir une surperformance des petites et moyennes valeurs. Le premier point, c'est les taux, puisque on n'a pas besoin forcément d'une baisse des taux pour avoir une surperformance des petites et moyennes valeurs, mais on a besoin d'une stabilité. D'accord. Voilà. Ça arrête de monter, quoi. Stabilisation des taux, voilà, on l'a vu entre 2019 et 2021, les taux étaient stables et les petites et moyennes valeurs ont surperformé. Donc voilà. Donc là, on est plutôt à l'aise avec ce scénario au moins de stabilisation des taux. Le deuxième point, c'est les conditions économiques. On est sur une amélioration qui est lente, qui est progressive, mais qui est visible en Europe. Donc ça, c'est également un point important. Et il faut savoir quand même que les petites et moyennes valeurs, c'est des sociétés qui affichent des croissances de BPA qui sont élevées. Quand on regarde aujourd'hui, alors ça dépend un petit peu des indices qu'on regarde, mais on va attendre une croissance de BPA sur 2024 entre 15 et 25% sur certains indices. Donc on est quand même sur des niveaux de croissance significatifs. Et donc on va nettement surperformer la croissance globale européenne. Là, on retrouve une vraie croissance bénéficiaire supérieure à ce qu'on peut attendre des grandes entreprises. Exactement. On est bien supérieur. Et en plus, on le voit bien sur la première partie de l'année, les résultats du T1 ont été quand même assez bons en général sur les petites et moyennes valeurs. Il y a eu quand même beaucoup de surprises à la hausse avec un taux qui était plus élevé que historiquement. Donc ça, ce sont des points positifs. Il y a d'autres points positifs, notamment ce sont les IPO, le phénomène d'IPO qui est en train de repartir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de belles IPO en Europe. Aujourd'hui, si on regarde un peu sur le T1, on a levé 5 milliards d'euros en Europe versus 10 milliards sur toute l'année 2023. Donc on est vraiment sur une accélération. Et là, au Q2, on a aussi des beaux dossiers qui sont en train de sortir. Donc ça, c'est bien, ça fait un renouvellement de la cote, ça redonne de l'intérêt à la classe d'actifs. Et le dernier point, c'est la collecte. Les flux. Exactement. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, quand on regarde un petit peu mois par mois, eh bien, la collecte est positive tous les mois depuis novembre 2023. Donc ça, c'est quand même un point qui va permettre d'aider la classe d'actifs à surperformer dans les prochaines semaines. Bon, des planètes qui se réalignent effectivement après des années, vous le notiez, notamment en France, effectivement depuis 2018, c'est vraiment compliqué pour cet univers des petites capitalisations boursières. Comment est-ce que vous comptez en profiter en termes de gestion de portefeuille dans la stratégie que vous pilotez, Marion? Et donc, je le rappelle, qu'il y a une stratégie multithématique. Il y a le thème Better Life, le thème Lifestyle, le thème Smart Resources et le thème Digital Impact que vous croisez dans cette stratégie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques caractéristiques de ces 4 thématiques et comment vous vous positionnez ou comment elles sont positionnées pour profiter d'un momentum qui redevient et qui pourrait rester plus favorable au small cap? Alors le point important, c'est déjà de dire que en fait, les 4 grands axes d'investissement qu'on a choisis, ce sont des axes de croissance, puisqu'on est sur des marchés avec des vecteurs qui vont nous permettre de surperformer le marché. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et à l'intérieur de ces 4 grandes thématiques, on a identifié de manière un peu plus court terme, plus momentum, des dynamiques qui sont très différentes les unes des autres, mais qui vont permettre un momentum plus porteur pour les valeurs. Je vous donne plusieurs exemples dans les différentes thématiques. Tout d'abord, dans la thématique Better Life. Donc là, on se concentre sur la santé, le bien-être des individus. Il y a plusieurs dynamiques. Tout d'abord, la fin des disruptions post-Covid, puisqu'on avait connu une explosion puis le phénomène de déstockage. Et bien là, on est notamment dans la partie diagnostic
en période de normalisation. Ouais. Donc ça, c'est un point important. Ça va permettre... Nettoyage de tous les effets Exactement. Covid, quoi. Voilà. On D'accord. nettoie on repart sur D'accord. des croissances organiques qui sont D'accord. plus normalisées. Ça, J'entends. c'est déjà un point important. Donc Ouais. ça, le diagnostic, notamment, va en bénéficier. Deuxième point, les GLP-1. Alors, on ne peut pas investir sur Novo quand on est un gérant small et mid cap. Oui, ça devient Mais- compliqué, là. Oui. C'est sûr. Mais en tout cas, on peut trouver des acteurs qui profitent de la croissance des GLP-1. Je vous donne un exemple, ce n'est pas une recommandation, mais dans le fond, on est actionnaire de Gerresheimer, qui est une société allemande qui est spécialisée dans tout ce qui est outillage, flaconnage, et notamment dans tout ce qui est solutions injectables pour les D'accord. GLP-1. Donc les équipementiers Exactement. du GLP-1, quoi. Exactement. Et ça, c'est une société qui va générer plus de 10% de croissance dans les prochaines Et qui est années. accroché à la croissance de Novo, la production de Novo, etc. Qui a un gros, oui, effectivement, Ouais. qui, a- Ouais, qui c'est est corrélé en partie, alors pas tout, hein, bien sûr, Non. mais en tout cas, qui a eu... Un proxy en partie de ce que Exactement. fait Novo. Voilà. D'accord. Après, il y a d'autres, il y a plein d'autres exemples. Si on prend par exemple dans la partie Smart Resources, Ouais. là on va se concentrer sur les énergies renouvelables et tout ce qui est efficacité énergétique. Il y a quand même un point positif sur les énergies renouvelables. On avait été complètement délaissé avec la hausse des taux. Là, il y a eu l'OPA de Neoen. On a eu Encavis il y a quelques mois. Donc, on voit qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour les énergies renouvelables cotées. Et sur Ça- des beaux multiples, hein. Enfin, Oui. j'ai pas vu Encavis, mais Neoen, ça s'est On- payé 18 fois les l'EBITDA, je crois. On est sur des multiples qui correspondent plus à ce qu'on Ouais. voyait auparavant. C'est ça. Voilà, c'est clair. Mais donc ça c'est bien, ça redonne de l'intérêt à la thématique. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, par exemple, sur l'efficacité énergétique. Donc on va se concentrer sur toutes les valeurs qui bénéficient, en fait, qui permettent une efficacité énergétique des bâtiments, notamment. Et on voit bien, c'est corrélé forcément au cycle de la construction. Et là, on va retrouver un momentum plus porteur sur la construction. Alors, on part de très très bas, hein, mais en tout cas, on voit quand même qu'il va y avoir une amélioration progressive dans ce secteur-là. Et toutes les sociétés qui ont de fait une exposition à la construction via l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments vont en profiter. Avec Donc ça, aussi, c'est un là point. aussi, le kicker baisse des taux. On verra combien on a, etc. Mais tous ces marchés Exactement. de construction immobilier, etc., seront évidemment très sensibles à la moindre baisse de taux et réglage de la politique de la BCE, j'imagine. Oui, tout à fait. Et après, dans les deux autres thématiques qu'on a, dans la thématique lifestyle, donc là, on est forcément investi sur toutes les valeurs qui profitent en fait des changements de mode de consommation. Et donc, la bonne nouvelle, c'est quand même que là, on est sur un momentum un peu plus porteur sur la consommation. Ça redémarre. Les effets de déstockage touchent aussi à leur fin. Et on a quand même sur le marché des très belles valeurs en Europe, cotées, qui sont sur des multiples de valorisation qui sont complètement déprimés. Que ce soit sur les articles de sport, que ce soit dans certains sous-segments. Je pense notamment à des acteurs. Alors effectivement, le déstockage a fait mal, mais je pense à un acteur comme Rémi Cointreau aujourd'hui. Ouais. Alors forcément, il y a des petits des sujets qui impactent, Oui, la Chine, etc. indépendant de la volonté de Rémi Cointreau, on va dire. Exactement, Oui. mais aujourd'hui, on se retrouve à un niveau de cours qui est identique à 2017. Entre-temps, le BPA a été multiplié par 2 sur Rémi Cointreau. Donc effectivement, il peut y avoir encore des aléas et de la volatilité sur le titre, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, ça vaut à peine de la valeur. le stock. Voilà, Ouais, j'entends. Donc ça, c'est un point important. Donc on peut trouver des sociétés intéressantes aussi dans cette thématique-là. Et l'aspect digital impact, comment est-ce que vous le traitez là justement à ce stade, Eh bien, Marion ? dans le digital impact, c'est simple, on se concentre vraiment sur tous les marchés qui sont de niche ou à forte croissance. C'est vraiment important puisque, par exemple, on va être exposé sur une société qui s'appelle Qt Group dans les logiciels qui, malgré un environnement qui a été quand même un peu plus compliqué ces dernières années, arrive à dégager quand même 20% de croissance top-line quasiment tous les ans avec du levier opérationnel. D'accord. Typiquement, c'est des sociétés qu'on aime bien avoir dans cette thématique-là. Et également, on est exposé sur la partie semi-conducteurs. Alors, il y a des acteurs en Europe qui profitent de l'intelligence artificielle, notamment dans les équipements. On a des équipementiers en Europe. Alors, il y a les très gros, mais il y a aussi des plus petits, notamment Besi Semi-conducteurs, qui va profiter à la fois du redressement du marché du PC et des smartphones, qu'on joue aussi par d'autres... Renouvellement, c'est ça. Exactement. Mais également par l'intelligence artificielle avec tout ce qui est hybrid bonding, que ce soit dans la logique ou dans la mémoire un peu plus tard.
Merci beaucoup Marion. Merci d'être venu nous parler de l'univers des petites et moyennes capitalisations boursières, zone euro, avec voilà, ce mouvement de redécollage, de revalorisation, de rattrapage après des années compliquées qui doit pouvoir logiquement se poursuivre devant nous encore. Marion Cazal, gérante chez Montpensier Finance, était l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.